Alors, regardez bien cette image. Qu'est-ce qu'on voit? Une pipe. A priori, rien de plus simple, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Sauf que voilà, l'artiste lui-même, juste en dessous, il a écrit tout le contraire. Et c'est cette petite contradiction, toute simple, qui va nous ouvrir les portes d'un des mouvements les plus fous, les plus révolutionnaires, et au final les plus influents du XXe siècle, le surréalisme. On est donc face à la trahison des images du peintre belge René Magritte. Et regardez-moi ça. La pipe, elle est là, juste sous nos yeux. Elle est peinte avec un réalisme impeccable. On a l'impression qu'on pourrait presque la saisir. Et pourtant, juste en dessous, il y a cette petite phrase. Cette toute petite phrase qui vient tout faire exploser. Ceci n'est pas une pipe. Voilà. C'est un véritable court-circuit pour le cerveau, non? La phrase contredit l'évidence même, elle nous lance un défi. Parce que, si ce n'est pas une pipe, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la réponse de Magritte, elle est à la fois toute simple et absolument vertigineuse. Ce n'est pas une pipe, non. C'est l'image d'une pipe. Sa représentation. On ne peut pas la fumer, on ne peut pas la tenir dans la main, c'est juste de la peinture sur une toile. Et avec ça, Magritte vient de créer une énorme fissure entre les mots, les objets et notre perception de la réalité. Et c'est justement dans cette fissure-là que tout le mouvement surréaliste va s'engouffrer. Ok, mais pourquoi ce besoin si urgent de tout faire exploser, de dynamiter la logique? Pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que le surréalisme, attention, ce n'est pas juste un jeu intellectuel. Non. Il est né du plus grand traumatisme du début du XXe siècle. Imaginez un peu le contexte. Des millions de morts dans les tranchées, toute une génération sacrifiée au nom de la patrie, du progrès, de la sacro-sainte raison. Pour des jeunes comme André Breton, des poètes, des artistes, le constat est terrible. Le monde rationnel des adultes a accouché de la plus grande des folies. La seule réponse possible face à ça, c'est la révolte, une révolution totale. Pas juste politique, non, une révolution de l'esprit. Il fallait donc fuir. Fuir ce réel devenu absolument insupportable. Mais pour aller où? Eh bien, vers un tout nouveau continent, à peine exploré à l'époque par un certain Sigmund Freud, l'inconscient. Le monde des rêves, des pulsions, de tout ce qui est refoulé. Voilà. Le nouveau territoire à conquérir pour l'art, c'était ça. Bon, d'accord, mais comment on y va, sur ce fameux continent de l'inconscient? C'est pas si simple. On ne peut pas juste décider, comme ça, d'arrêter de raisonner. Non, il fallait inventer des outils, des techniques bien précises pour court-circuiter la censure de l'esprit, pour la contourner. Et la clé, elle nous est donnée par le pape du mouvement lui-même, André Breton, dans son manifeste. Le mot, le concept vraiment crucial ici, c'est automatisme psychique pur. L'idée, en gros, c'est quoi? C'est d'arriver à enregistrer la pensée à sa source, à l'état brut, avant que la logique, avant que la morale ne viennent mettre leur filtre. Il s'agit de capter la dictée de l'inconscient, pure et simple. Et pour y arriver, la toute première technique qu'ils ont développée, c'est l'écriture automatique. Et c'est une méthode, on va le voir, qui est à la fois radicale et absolument fascinante. Le principe est simple, en théorie. On s'installe, on fait le vide dans sa tête et on se met à écrire, le plus vite possible. Surtout, sans s'arrêter, sans réfléchir et sans jamais se relire. On laisse juste les mots, les images, tout jaillir sur le papier. Les champs magnétiques, c'est la première grande expérience du genre. Et le résultat, il est déroutant, poétique, souvent absurde. C'est la voix de l'inconscient qui parle, directement. Explorer son propre inconscient, c'est une chose, mais le faire à plusieurs, ah là, ça devient encore plus surréaliste. C'est de là qu'est né ce jeu devenu complètement mythique, le cadavre exquis. D'ailleurs, son nom vient de la toute première phrase qu'ils ont obtenue avec ce jeu. Le cadavre exquis boira le vin nouveau. Le but, c'est de créer des associations d'idées complètement folles, totalement inattendues, en utilisant la force du hasard et de l'inconscient collectif. Tenez, voilà un autre exemple sorti de ce jeu. La vapeur ailée séduit l'oiseau fermé à clé. Alors évidemment, il n'y a aucune logique là-dedans, mais il y a une force poétique, une image vraiment étrange qui frappe l'imagination. Et c'est exactement ça que les surréalistes appelaient la beauté convulsive. C'est cette rencontre improbable, cette collision entre deux réalités qui n'ont a priori rien à faire ensemble. Forcément, cette soif de libérer l'imaginaire ne pouvait pas rester cantonnée à la poésie. Très vite, ça a débordé, ça a envahi la peinture, la sculpture, la photo, et même, on va le voir, les objets les plus banals de notre quotidien. Oui, parce que les surréalistes vont littéralement s'emparer des objets de tous les jours, pour les détourner, les transformer, les associer de manière complètement dingue. Le but? Révéler leur potentiel caché, leur part d'étrangeté, de désir ou même d'angoisse. Prenons ce fer à repasser de Man Ray par exemple. À la base, c'est un objet domestique, plutôt rassurant, non? Sauf que Man Ray, qu'est-ce qu'il fait? Il y soude une rangée de clous. Et voilà, son cadeau, comme il l'appelle, devient d'un seul coup inutile, agressif, presque sadique. L'objet si familier est devenu profondément inquiétant. Ou alors, regardez cet incroyable déjeuner en furure de Meret Oppenheim.
Essayez d'imaginer juste un instant la sensation de la fourrure sur les lèvres au moment de boire le thé. C'est une attaque directe contre nos sens, contre nos certitudes. L'objet nous attire et en même temps, il nous repousse violemment. Et que dire de ce fameux téléphonomar de Dali? Sérieusement, pourquoi un homard sur un téléphone? En fait, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste l'humour, l'absurde à l'état pur. C'est la rencontre explosive, la fusion de deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Et du coup, ça nous force à les regarder d'un œil complètement neuf. Ce qui est vraiment fascinant avec le surréalisme, c'est qu'il n'y a pas une seule style. Pas du tout. Pour atteindre l'inconscient, on pourrait dire qu'il y a deux grandes autoroutes. D'un côté, on a l'automatisme pur, dont on a parlé, et de l'autre, on a la retranscription la plus fidèle, la plus méticuleuse possible, des rêves. Et cette diversité, on la voit parfaitement ici. D'un côté, on a Dali qui peint ses rêves, comme ces fameuses montres molles, avec une technique hyper réaliste, presque photographique, qui nous fait croire à l'impossible. Et de l'autre, on a Joan Miró. Lui, il laisse sa main courir sur la toile, il laisse faire l'automatisme, et ça crée un univers de signes, de formes colorées, qui semblent jaillir tout droit de son subconscient. Bref, deux chemins, mais une seule et même destination, le monde qui se cache derrière le miroir. Alors, le groupe surréaliste historique, lui, il va se disperser avec la Seconde Guerre mondiale. Mais son influence, elle, est absolument partout aujourd'hui. La question c'est, comment est-ce que ces rêves ont réussi à changer notre monde? Le monde bien réel. L'héritage est tout simplement immense. D'abord, le surréalisme a affirmé quelque chose de radical pour l'époque, que l'idée, le concept derrière une œuvre, est plus important que la perfection technique. Ensuite, il a fait exploser toutes les frontières entre les disciplines. Et surtout, il a donné aux artistes la permission, le droit d'explorer leur monde intérieur, leur intimité, leurs obsessions, leurs peurs. Soyons clairs, sans le surréalisme, une énorme partie de l'art contemporain n'existerait tout simplement pas. Et cette phrase d'André Breton, elle résume parfaitement leur ambition ultime. Parce que pour les surréalistes, le but, ce n'était pas juste de remplir des musées, pas du tout, c'était de changer la vie. Ils étaient convaincus que libérer l'imagination, c'était le tout premier pas vers une transformation radicale de la société et de la conscience humaine. Et si on revient à notre point de départ, à cette pipe qui n'en est pas une, on comprend mieux maintenant. Ce n'est pas qu'un simple jeu d'esprit, c'est un véritable acte de résistance. C'est un rappel que le monde qu'on voit, le monde logique et rationnel, n'est en fait qu'une toute petite partie de la réalité. Et la question que ce mouvement nous pose encore aujourd'hui est celle-ci. Que fait-on de tout ce qui, en nous, échappe à la logique? Finalement, quel est le pouvoir de notre propre imaginaire?